Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans l'actualité ce 13h, audience publique hier 14 février 2019 à la Cour constitutionnelle. L'institution a rendu plusieurs décisions suite à des requêtes à elle adressées par des citoyens. Conférence de presse hier jeudi toujours du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Objectif, faire le point des dossiers des partis politiques ayant fait l'objet de contrôles de conformité et éclairer l'opinion publique sur ce que prévoit la loi en la matière. Et puis, nous parlerons du Hadj avec le gouvernement de la rupture qui a décidé d'aménager un site pour les candidats au Hadj et ce, à compter de cette année 2019, une équipe de notre rédaction est allée recueillir l'avis des fidèles musulmans et convoyeurs. Vous les entendrez dans un instant. Bienvenue à tous. Je le disais à l'instant, la Cour constitutionnelle a tenu ce jeudi 14 février 2019 une audience publique. À l'issue de cette assise, l'institution a rendu plusieurs décisions suite à des requêtes à elle adressées par des citoyens. Compte rendu, Clovis Brissafoukou et René Arossi. La Cour constitutionnelle, à l'issue de l'audience tenue ce 14 février 2019, a statué sur la requête en date à Parakou du 3 avril 2018 par lequel M. Christophe Aralais a introduit un recours contre M. Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République pour violation de son serment. La Cour, après examen du dit dossier, a délibéré. Considérant que le requérant développe, sur le fondement des articles 41, 53 et 59 de la Constitution, que le président de la République ne respecte pas les décisions de la Cour constitutionnelle, qui s'est abstenu de réinstaller dans leurs fonctions respectives M. Stéphane Todomé et les membres de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste ARCEP, alors que par diverses décisions, la Cour avait déclaré contraire à la Constitution le fait pour l'administration d'avoir relevé les personnes susvisées de leurs fonctions, qu'il a en outre restauré le contrat de la société Bénin Contrôle, procédé au paiement de la créance de la société Sodeco, acquis un domaine privé de l'État et passé des marchés publics de gré à gré, que ce faisant, le président de la République a violé son serment et s'est rendu coupable de parjure. Sur l'acquisition d'un domaine privé de l'État, vu l'article 52 alinéa 1er de la Constitution, considérant que l'acquisition par le président de la République d'un bien relevant du domaine privé de l'État a fait l'objet d'une autorisation par décision de la Cour constitutionnelle DCC 17009 du 6 janvier 2017, qu'il n'y a donc pas violation de la Constitution. Décide, article 1er, la requête est irrecevable en ce qui concerne les demandes relatives à la non-réinstallation des membres de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste et de M. Stéphane Todomé. Article 2. La Cour est incompétente pour apprécier la régularité d'actes relevant du contrôle de la légalité. Article 3. Il n'y a pas violation de l'article 52 alinéa 1er de la Constitution. Au cours de la même audience, les 7 sages ont également examiné la requête en date à Cotonou du 29 janvier 2018 par laquelle M. Maounion Roch Akoha a formulé un recours contre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale pour violation des articles 111, 119 et 113 de la Constitution. Après étude minutieuse de la requête, la Cour a délibéré. Considérant qu'en réponse, le président de l'Assemblée nationale et le président de la République concluent à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité du requérant, vu les articles 76 et 77 de la Constitution. Considérant que lorsqu'il y a outrage à l'Assemblée nationale sur les questions posées par l'Assemblée nationale sur l'activité gouvernementale, il appartient, selon les dispositions visées, au président de l'Assemblée nationale de saisir la Cour constitutionnelle de tels manquements. Que dans une espèce où le requérant, qui n'a pas la qualité de président de l'Assemblée nationale, saisit la Cour constitutionnelle, la requête doit être déclarée irrecevable. Décide, article 1er, la requête est irrecevable. La haute juridiction, au thème de cette même audience, a statué sur d'autres recours dont elle a été saisie. Elle concerne notamment des cas de litiges domaniaux dans les communes d'Abomey-Calavi et de Porto Novo. On parle cette fois-ci Hadj, je l'annonçais en titre également, l'absence d'un espace adéquat pour accueillir les pèlerins venant de l'intérieur du pays
en partance pour la Mecque fait que les conditions de séjour et d'hébergement à Cotonou en attendant leur départ sont difficiles. Pour pallier cet état de choses, le gouvernement béninois a décidé d'aménager un site pour les candidats au Hajj et ce, à compter de cette année 2019. Une équipe de notre rédaction est allée recueillir l'avis des fidèles musulmans et convoyeurs et en note qu'à l'unisson, il salue l'initiative. Marouf Abiola Boussari, René Akhossi. En conseil des ministres le 6 février 2019, le gouvernement a approuvé la construction d'un site pour héberger les candidats au Hajj. Ceci pour mettre fin aux difficultés que vivent ces candidats avant leur départ pour l'Arabie Saoudite. Et c'est cet espace au quartier Akpakpa qui a été retenu de concert avec les autorités musulmanes pour réaliser des aménagements et ériger quelques bâtiments. Les travaux consisteront notamment en l'assainissement et au pavage de la cour, en la construction d'un bâtiment pour l'hébergement des pèlerins, d'un local administratif, de blocs de toilettes et de douches, en la réalisation d'une allée de circulation des véhicules, puis des zones d'accueil et de repos. L'information réjouit les fidèles musulmans qui félicitent le gouvernement pour son initiative. Cela ne peut que satisfaire un musulman. Ça nous soulage parce que tout d'abord, ça va désengorger la mosquée centrale de Zongo. Et maintenant, un site uniquement aménagé pour les musulmans. Et ceci pour le pèlerinage musulman, c'est un honneur grand pour l'islam. Ce gouvernement-là est soucieux du bien-être de sa population et particulièrement des musulmans. Ce que les dirigeants islamiques devaient faire depuis longtemps, mais ils n'ont pas eu l'idée de le faire. Dieu merci, le président de la République et ses gouvernements, ils ont pensé à cela et ils ont trouvé un site. Le site qu'ils ont pu trouver, c'est là où nous faisons la prière de la fête El-Fitr et Aïd el-Kabir. Donc c'est là qu'ils veulent viabiliser, puis aménager, paver. Donc ça va faire aussi rayonner l'environnement là en question. C'est un gouvernement qui pense à l'émancipation également de l'islam, à l'évolution de l'islam. Voyez-vous, donc c'est un gouvernement qu'on doit supporter et assister. Pour que tout ce qu'il a comme programme, pour qu'il puisse atteindre son objectif. Nous allons beaucoup prier pour lui. Qu'en pensent les convoyeurs? Nous avons posé la question à Oroudjeri Amidou, président du Conseil national de coordination du Hajj. On note le même son de cloche, ils sont heureux. À la différence que ce acte n'est pas le premier, il vient compléter une série d'actes entrepris par le gouvernement pour soulager les peines des candidats au Hajj. Depuis 3 ans, vraiment, il y a eu vraiment un aménagement très fort et une sécurité quand même impeccable qui accompagne les pèlerins. Aujourd'hui, si on nous trouve encore un autre site, ça veut dire que vous voyez que d'année en année, ça évolue. Il fait encore plus. Parce que je suis sûr que d'ici peu de temps, même après ce site-là, il y aura quand même une maison de Hajj carrément que les gens... parce que l'idée est déjà là. Donc, petit à petit, je crois qu'on va en arriver là. Merci au gouvernement et que Allah le Tout-Puissant les accompagne et qu'il les éclaire. Et que Allah facilite toutes les actions qu'il mène pour la communauté musulmane. Le début du Hajj 2019 étant prévu pour le mois d'août, le gouvernement entend rendre le site disponible pour le mois de juin 2019. Après le naufrage survenu à Karimama, 64 personnes ont été secourues et jusqu'à la date de ce jeudi 14 février 2019, un seul corps a été retrouvé. Le piroguier arrêté, le gouvernement vole au secours des sinistrés en ce qui concerne les premières mesures à travers des couvertures, des vivres et autres. C'est du moins ce qui ressort de la déclaration du ministre de l'Intérieur au détour d'une conférence de presse organisée dans la soirée de ce jeudi 14 février 2019. Suivez ici un extrait de la déclaration du ministre au micro de Hospice Cotonou et Mathias de Souza. Des Béninois de la commune de Karimama ont l'habitude d'utiliser une pirogue pour aller animer ce marché. Cette pirogue motorisée a une capacité de 50 personnes en principe.
Mais comme c'est juste le marché et que la population, généralement, ne suit pas les conseils que leur donne, de sécurité qu'on leur donne, se sont positionnés sur près de 100 personnes. C'est à quelques mètres de l'embarcadère de Oussala que la barque a chaviré. On ne sait pas exactement le nombre de personnes, mais on a pu sauver 64 personnes. Grâce, parce que c'est au bord de la berge, donc des gens qui attendaient l'arrivée de la pirogue, des autochtones qui étaient là-bas, se sont jetés dans l'eau pour sauver 64 personnes. Mais c'était une estimation, je dis que c'est 100, peut-être c'est 120, peut-être c'est 80, peut-être c'est 75 personnes, on ne connaît pas exactement. Mais juste là, on a pu trouver qu'un seul corps. À partir d'ici, le préfet d'EA s'est rendu là-bas. Le directeur départemental de la police y était depuis hier. Les sapeurs-pompiers basés à Kandi, avec la marine qui est béninoise, qui est à Karimama, se sont déjà rendus sur les lieux. C'est d'ailleurs ces formations qui ont rapatrié les rescapés qui sont majoritairement des Béninois. Conformément à la loi, les conducteurs de la pirogue ont été mis aux arrêts pour n'avoir pas suivi les consignes de sécurité qu'on leur prodigue tout le temps. La NPC, l'Agence nationale de protection civile, a déjà convoyé les premières mesures de secours, des couvertures, des moustiquaires, un peu de vivres, des biens de première nécessité pour les gens qui sont en catastrophe, le temps d'évaluer les besoins pour agir de façon plus conforme et plus indiquée en faveur des sinistrés. Parlons politique à présent, toujours avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui a fait le point des dossiers des partis politiques reçus et qui ont fait l'objet de contrôles de conformité d'une part et d'autre part, il en a profité pour éclairer l'opinion publique par rapport à ce que dit la loi de conformité, notamment la charte des partis politiques. Et en conclusion, on retiendra que sur 10 partis politiques qui ont fait la démarche, aucun n'est encore à jour. Auspice Cotonou, Mathias de Souza pour le reportage. Le ministre de l'Intérieur a procédé au contrôle de conformité des dossiers des partis politiques reçus jusqu'au 14 février 2019, conformément aux prérogatives que lui confère la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Au total, 10 partis politiques ont déposé leur dossier. Le premier parti a déposé son dossier à pour sigle UDBN. Le 31 octobre. Ensuite a suivi le parti dynamique unitaire pour la démocratie et le développement. Le 13 décembre, parti Restaurer l'Espoir, le 14 décembre. Le même jour, parti Union Progressiste, le 14 décembre. Le 21 décembre, Union Sociale Libérale a déposé son dossier. Le 26 décembre, le Bloc Républicain a déposé son dossier. Le 28 décembre, Moël Bénin a déposé son dossier. Le 31 décembre, Force Cori pour un Bénin émergent a déposé son dossier. Le 9e parti, c'est le parti de renouveau démocratique PRD, a déposé son dossier le 18 janvier. Et enfin, le parti Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB, le dossier a été reçu le 31 janvier dernier. Au terme du contrôle dont les dossiers des partis politiques ont fait l'objet, le ministre de l'Intérieur révèle ici quelques irrégularités constatées. J'ai vu dans les dossiers de certains partis des mineurs qui ont participé au Congrès. Or, la loi l'interdit formellement. Il y a des gens qui ont présenté un casier judiciaire vieux de plus de 3 mois. Or, la loi a précisé que le casier judiciaire doit dater de moins de 3 mois, tout au moins à la date de dépôt. Vous voyez un chef de village qui signe l'attestation de résidence pour un citoyen qui habite dans un autre village. On constate des attestations de résidence non signées. Ou bien une attestation doit être signée par un chef de village, un chef de quartier, parce que pour être sûr que vous habitez dans la commune. À défaut, dans certaines communes, le chef d'arrondissement. Mais d'ailleurs, c'est le maire qui signe. À la part d'une attestation, on nous fait un certificat. La loi n'a pas dit certificat. On a constaté le casier judiciaire porte un nom. L'acte de naissance, c'est un autre. Le certificat de résidence, c'est un nom.
Dans ces conditions, on s'est demandé si c'était toujours la même personne. Il y a quelquefois le manque de précision dans le siège. Les dispositions prévues à l'article 21 de la nouvelle charte des partis politiques le stipulent clairement. Au cas où le dossier de la déclaration administrative de constitution n'est pas conforme, le ministre de l'Intérieur procède à une notification de non-conformité aux partis concernés. Notons qu'à la date du 14 février 2019, tous les 10 partis politiques ont déjà reçu la notification de non-conformité de leur dossier à la loi. Dans le même registre, face aux multiples polémiques qui prévalent autour de l'article 242 du nouveau code électoral, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, a rendu une décision. Dans cette note de 3 articles, la Sénat a expliqué les modalités de validation et de répartition des sièges pour les législatives de 2019. Alors, que comprendre exactement de cette décision de la Sénat? Je vous invite à suivre à ce propos Agapit Napoléon Maforican, il est consultant politique. Si la Sénat autorise moins de 4 listes à aller aux élections, donc 1, 2 ou 3 listes, donc tout le monde ira aux élections et on fera la répartition comme on le faisait avant. Donc il n'y aura pas de 10%. S'il y a 4 listes en compétition, on fera la répartition exactement également comme avant, parce que soit il n'y a que 2 hypothèses, soit chacune des 4 listes est plus de 10%, et on sera dans l'esprit de la loi, soit moins de 4 listes ont 10%, et il faut bien aller et faire en sorte qu'il y ait au moins 4 listes. Donc, et comme il n'y a que 4 qui vont aux élections, les 4 seront éligibles à la répartition des sièges, et donc, s'il y a 4 listes en compétition, on n'appliquera pas les 10%. Maintenant, s'il y a 5 listes, par exemple en compétition, on peut retrouver comme liste éligible 4 ou 5. C'est-à-dire, je dis 4 parce que s'il y a même 3 éligibles, on ira prendre le 4e. S'il y a 2 éligibles, on ira prendre les 2 pour que ce soit 4. Donc, mais s'il y a 4 éligibles, la 5e liste reste en dehors de la répartition. Mais les 5 peuvent avoir plus de 10%. Comme s'il y a 10 listes en compétition, les 10 peuvent avoir au moins 10%. C'est-à-dire que si tout le monde a 10%, ça veut dire qu'on aura 10 listes éligibles. Donc, on peut avoir 10 listes en compétition, 10 listes éligibles. C'est une hypothèse d'école. Mais elle tient, parce que on parle en pourcentage, et ayant retenu 10%, il y a une possibilité, tout au moins virtuelle, qu'on ait 10 listes éligibles s'il y a au moins 10 listes en compétition. Le législateur veut se faire clair. Toutefois, si le nombre de listes en compétition est inférieur à 4, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir plus de 4 listes éligibles. À partir de ce moment-là, on fait la répartition selon l'ancien système. Voilà, l'article est bien clair. 1, c'est la proportionnelle, ça se fait par circonscription électorale, et avec la plus forte moyenne. 2, on met une pondération, il faut avoir 10% au niveau national pour prétendre être éligible, donc pour bénéficier donc, de ce système de répartition des sièges. Mais il faut nécessairement qu'il y ait 4 listes en présence avant que cette opération ne se fasse ainsi. Et si les listes n'atteignent pas 4, qui ont eu 10%, il faut aller en prendre dans les listes qui suivent. D'abord, le vrai débat, c'est quand la liste des candidatures sera publiée et définitive. Après de ce moment-là, on peut revenir sur l'explication en disant, désormais, c'est clair, nous avons telle liste, tel nombre de listes en compétition, on peut faire maintenant les hypothèses. Je pense qu'il faut que cesse la polémique, parce que là où ça avance comme ça, c'est un peu dans tous les sens, alors qu'on ne connaît même pas les listes en compétition. Et avant de refermer cette édition, voyons cette cérémonie de remise de certificats aux bonnes dames responsables des marchés bénéficiaires du projet Enviro Réseau. C'était hier jeudi à la salle de conférence de la Cour d'appel de Cotonou, un projet initié par Oxfam et Assovi, dont le but est d'assainir le cadre de vie des usagers des marchés. Après 2 années d'exécution, ce projet s'est terminé sur de bonnes notes. Marouf Abiola Boussari, Jean-Marie Kedolou pour le reportage.
Remise de certificats dénommés prix Arimime aux bonnes dames ayant fait preuve de leadership dans leur marché pour les rendre propres au cours du projet Enviro Réseau initié par Assovi et Osfam. Pendant 2 ans, ces responsables des 14 marchés concernés par le projet ont exécuté avec enthousiasme les solutions durables aux problèmes d'assainissement et d'insalubrité. Dame Bernadette, toute heureuse d'avoir reçu son certificat, révèle que le travail effectué est celui de la propreté dans toutes ses dimensions. Un travail nécessaire qui participe à l'entretien de soi. Elle pense le faire jusqu'à sa vieillesse. Nous avions eu des objets tels que des matériels, les poubelles, les roues, la brouette, les balais, les cache-nez, les gants, toutes ces choses-là nous ont aidé de bien travailler. Ça plaît de ramasser, de tout faire pour que cela soit propre. Nous allons garder les marchés toujours propres. En initiant le projet, Assovi et Osfam visent l'amélioration du cadre de vie des usagers des marchés. L'initiative s'est terminée sur de bonnes notes au regard de la mobilisation et de la motivation de tous les acteurs. À en croire la coordonnatrice du projet, 80% des personnes interrogées dans les 14 marchés ont changé leur comportement en appliquant les pratiques d'hygiène. Ce projet a permis une véritable transformation de l'espace public et a su générer un véritable impact. Donc cette vision, elle a été participative avec la mairie, avec Assovi, pour améliorer les conditions des populations marginalisées, en particulier celles des jeunes filles. Je suis convaincue qu'Enviro Réseau et les 14 marchés propres pourra servir d'exemple à la réalisation de projets d'envergure au niveau local, mais aussi au niveau national. Pour les responsables de l'ONG Assovi, le travail doit continuer pour un environnement toujours plus propre. Avec cette réussite, il nous revient à travailler à ce que tout ce que nous avons eu comme acquis puisse continuer et perdurer dans le temps. Je compte sur vous. Mais du côté d'Assovi, nous ne baisserons pas les bras. Nous allons avec la mairie continuer par faire le suivi. Nous allons avec notre partenaire Osfam voir dans quelle mesure on pourrait toujours vous appuyer. Ce projet est terminé, mais les actions ne sont pas terminées. C'est ensemble que nous allons travailler pour que demain, ce que nous avons fait aujourd'hui, que les gens puissent dire oui, il y a eu d'évolution et nous comptons sur vous. Le représentant du maire de Cotonou s'est réjoui du travail effectué par Osfam et Assovi et promet que le conseil municipal sera toujours plus proche d'eux. Les 14 marchés ayant bénéficié du projet sont entre autres Saint-Michel, Verdocor, Bégamé, Sainte-Trinité, Cocotomé, Abattoir. Il est à noter que des dons dont les montants varient entre 20 à 80 000 ont accompagné les certificats des bénéficiaires. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de semaine à vous devant le programme de E-Télé, la chaîne de l'excellence.